Pour ce nouveau thème, il n'y a pas de relayeur. Ceux qui étaient déjà là cette nuit vont reconnaître certains de nos intervenants. Il s'agit de Pierre Péziardi, Xavier Kera-Herman et Serge Soudoplatov. Ils viennent nous présenter notamment la note qu'ils ont coécrite tous les trois pour la Fondation pour l'innovation politique, pour la croissance, la débureaucratisation par la confiance. Messieurs, je vous laisse l'espace. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Xavier Kera, je suis le directeur qualité de la Poste. Et par rapport à notre sujet avec les amis, on s'est dit finalement cette Poste, ça peut être un bon exemple de ce qu'on peut changer, alors qu'on pense que souvent les choses sont compliquées. La Poste a pour elle d'être comme une petite France, hein. Vous avez 250 000 personnes qui travaillent à la Poste. Et une entreprise qui date de Louis XI et qu'il faut sans cesse réadapter. Et pour faire cet exercice, en fait, comme c'est une grande entreprise de gestion de flux, hein, vous avez quand même chaque jour 2 millions de Français qui viennent dans les bureaux de poste. Vous avez des milliards de lettres et des millions de colis toujours. Et donc, pour arriver à bien gérer cette machine, évidemment, vous avez beaucoup de processus. En plus, c'est une entreprise qui a des missions d'intérêt général et qui donc a une culture, on va dire, une culture qui est plus administrative, de contrôle, et qui a un petit peu tendance à penser qu'en fait, le service public, c'est l'égalité, donc c'est tout le monde pareil. Et donc, quand on rentre à fond dans le monde du service, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai envie de dire dans l'ère du co, c'est-à-dire la co-création, le collaboratif, la coopération, on voit bien que l'enjeu pour une entreprise comme la Poste est évidemment clé. Alors moi, j'ai eu la chance de porter le projet de transformation de la relation client dans les bureaux de poste. Et ce que les clients me disent souvent aujourd'hui, c'est on ne reconnaît plus les agents et en tout cas, on ne reconnaît plus la façon dont vous avez transformé la relation dans les bureaux de poste. Et pour moi, ce qui est tout l'enjeu, c'est d'arriver à montrer que ce qu'on a réussi à faire dans quelque chose qui est aussi grand, aussi large que la Poste, est tout à fait faisable dans beaucoup d'endroits. Et donc, par rapport à tous les débats qu'on a entendus aujourd'hui, c'est de se dire, puisqu'on a su le faire, ensemble, on doit pouvoir le faire partout. Alors, pour faire cette transformation dans les bureaux de poste, en fait, on n'est pas parti avec des idées toutes faites. Je suis allé, moi, j'ai essayé de rencontrer un certain nombre d'énergies qui avaient envie de bouger avec moi. Et on a passé énormément de temps dans les bureaux, avec les agents, avec les patrons des bureaux, avec les clients. On a fait des tables rondes. Les clients nous ont dit, voilà ce qu'on a besoin, voilà ce qu'on ressent. Les autres patrons de bureaux de poste, entre eux, ont dit voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on ressent. Et en fait, on a mis en place tout naturellement une démarche complètement transversale entre nous, basée sur ce que disent les clients. Et en particulier, quelque chose qui a bien fonctionné, c'est de demander ce qui irritait le plus les clients. Et c'est vrai que cette logique d'irritant a été quelque chose de très opérationnel pour mettre en route toute la transformation. Donc une expérimentation avec des énergies qui ont envie, on voit que ça marche, et donc progressivement, par cercle concentrique, on a déployé l'ensemble du projet jusqu'à avoir aujourd'hui plus de 2000 bureaux de poste qui sont engagés dans cette démarche de transformation. Une démarche où vous avez à la fois un travail sur l'organisation, sur les horaires, sur les équipements, et puis surtout sur les comportements et sur ce que moi j'appellerais sur les attitudes et les attitudes de service. Et donc ce qu'il y a de plus flagrant finalement dans la réussite de la transformation, c'est de voir que des personnes qui étaient assises plutôt dans une posture peu accueillante sont aujourd'hui dans une démarche où je vais vers avec le sourire pour demander qu'est-ce que je peux faire pour vous. C'est la plus belle transformation, la plus belle compréhension, le plus beau changement vers une attitude de service. Et souvent, quand on me demande, mais ce changement, comment on peut le faire, j'ai souvent envie de dire que c'était tout simplement, probablement, au fond des tripes, mais simplement l'organisation ne permettait pas de le rendre possible. Ce que je me suis rendu compte, par exemple, c'est que pour les guichetiers, qui étaient dans une situation
de difficultés, on va dire, autant que les clients. Pour eux, le service public, c'est l'égalité. L'égalité, c'est tout le monde pareil. Tout le monde pareil, c'est chacun son tour. Et donc, chacun son tour, ça s'appelle une file d'attente. Et donc, tout l'enjeu pour moi, c'était de dire, on ne va pas quitter le territoire des valeurs, c'est-à-dire d'accueillir tout le monde. Vous avez 2 millions de Français tous les jours dans les bureaux de poste. On continue naturellement de faire ça, voire d'en avoir plus, naturellement. Mais simplement, on doit pouvoir le faire différemment parce que chacun vient pour des raisons différentes. Et quand on regarde la vie, la façon dont les choses se passent, on se rend compte qu'il y a effectivement tout un tas d'opérations qui ont des temps d'opération très différents. Et tout l'enjeu a été donc d'éclater et de remettre de l'énergie, de la fluidité dans quelque chose qui était complètement scotché et qui était vécu comme une fatalité. Et donc pour arriver à faire ce changement, naturellement, pour emmener des équipes d'un point A à un point B, il faut arriver à les rassurer et pour ça il faut leur dire voilà où on va aller ensemble. Mais il faut surtout arriver à leur montrer quel va être leur intérêt à faire le mouvement naturellement. Et donc leur intérêt, qui est d'abord un pari, parce qu'il faut pouvoir le faire pour le démontrer complètement, c'est de dire par rapport à un métier que vous avez aujourd'hui, qui finalement est relativement sans grand intérêt sur une partie des opérations, c'est-à-dire rendre la monnaie ou faire quelques opérations avec de rendre des timbres, par exemple, eh bien moi, je vais vous emmener sur quelque chose qui est à plus haute valeur ajoutée pour vous, qui est du conseil justement sur l'expédition, qui est du conseil sur de la téléphonie mobile, qui est du conseil sur la banque. Et donc, je vais vous emmener sur un métier qui est différent et qui est plus valorisant pour vous. Et ça, forcément, c'est quelque chose pour lequel tout le monde a plutôt envie de pouvoir être dans des conditions où je peux rendre service et puis d'avoir mon métier qui est revalorisé. Alors tout ça, et très rapidement, c'est simplement pour dire qu'on a réussi à faire sur l'ensemble du territoire un mouvement important en écoutant, en mettant en place des dispositifs d'innovation participative, en faisant des tables rondes avec les clients, en montrant ce qui se faisait ailleurs, et tous ensemble, à partir du moment où c'est suffisamment accompagné et suffisamment guidé, eh bien, la machine se met en route. Une chose qui est importante, c'est qu'on a travaillé sur les irritants des clients, et bien à un moment donné, on a décidé de travailler sur les irritants des opérationnels. On ne peut pas dire il n'y en a que pour les clients, il faut qu'il y en ait au moins autant d'engagement en interne. C'est ce qu'on a appelé la symétrie des attentions. Pour réussir la relation avec le client, il faut qu'on réussisse la relation entre nous. Et la relation entre nous, c'est d'abord de la coopération. La relation entre nous, c'est d'abord de la considération. C'est donc un travail sur le management qui est très concret. C'est un travail sur la formation et c'est un travail donc sur l'écoute des uns des autres. Et donc ce grand chantier, on l'a appelé chez nous « Esprit de service ». Et c'est un exercice qui consiste à dire, pour réussir le sourire du client, il faut que je réussisse le sourire en interne. Pour réussir la relation avec le client, il faut que je réussisse la relation en interne. Donc vous avez là quelque chose qui est à l'œuvre et ce grand projet qui a été, je crois, d'après ce que disent et les clients et les guichetiers, réussi, on va essayer de continuer cette transformation vers le service en disant, eh bien, maintenant, vous avez les facteurs, vous avez 90 000 facteurs en France. Le verre à moitié vide, c'est de dire, c'est très embêtant, ils ont de moins en moins de courriers à distribuer, mais la loi nous oblige à passer quand même 6 jours sur 7 chez tout le monde. Et le verre à moitié plein, c'est de se dire, ben, en fait, c'est formidable. J'ai là des gens qui rencontrent les Français tous les jours. Les Français ont confiance en eux. Alors peut-être plutôt que de les considérer comme des bouts de tuyaux d'un processus industriel, je vais les considérer comme les premiers capteurs d'informations des besoins de tous les Français. Et pour ça, je vais les doter des outils qui vont bien. Et je vais renverser en fait la problématique. Ce n'est plus le dernier bout du tuyau, c'est le premier, c'est le capteur d'informations et de besoins de l'entreprise. Donc ce sont ces chantiers-là qui sont, je trouve, complètement passionnants, qui s'appuient sur l'innovation, mais sur l'envie et sur l'accompagnement. À t'entendre, on a l'impression que c'est simple. Il y a 10 ans, Danny Boone faisait des blagues
ses plus beaux sketchs sur la Poste, et aujourd'hui, on l'entend plus, Danny Boone. Mais finalement, c'est très compliqué de réussir ce genre d'innovation. Quand on est dans une structure, souvent organisée en départements, en pyramide, d'accord, cette transversalité qu'il faut retrouver pour fabriquer une innovation. Pour fabriquer une innovation dans les guichets, on a besoin du département qui gère les locaux, on a besoin du département RH, on a besoin du département juridique, on a besoin du département de la com. Et on a besoin de faire retravailler ces gens ensemble, sachant que l'organisation ne les y pousse pas, puisque structurellement, chacun de ces départements poursuit ses propres objectifs, et la transversalité, c'est retrouver effectivement des intérêts communs. Or, pour innover et retrouver ces intérêts communs dans la structure, les temps de cycle nécessaires à l'organisation de cette transversalité, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour organiser un comité, etc., très peu adapté à l'innovation. Ce qui fait que, dans la plupart des cas, aujourd'hui, les innovateurs dans les structures, ceux qui ont des idées au plus près du terrain et qui voient des innovations majeures pour le client, des irritants pour eux, et qui pourraient les faire, n'ont pas forcément l'accueil attendu dans la structure, puisque ils se retrouvent, et la cinématique est toujours la même, face à un comité avec toujours un directeur d'un des départements qui va faire un oui mais, et l'innovation va s'arrêter là. Alors, comment on peut dépasser cette chose-là? Xavier en a parlé, on peut voir plus petit et on peut faire grossir des choses. Il l'a fait à la Poste, on le fait dans l'État. Aujourd'hui, on travaille pour le Premier ministre et je fais une start-up d'État. Alors, qu'est-ce que c'est une start-up d'État? C'est précisément un endroit où on s'est extrait de la contrainte de la structure et on a créé un espace d'élasticité réglementaire qui permet à cette équipe, qui devient transverse, qui récolte toutes les compétences du design, des achats, des RH, des techniques, et qui va fabriquer quelque chose en toute autonomie. Parce qu'on lui aura délégué une confiance, un budget et un engagement. Et une start-up, ça finit de toute manière, de deux manières. Soit ça réussit et bravo, soit ça échoue. Et on avait juste perdu le budget qu'on y avait alloué. Donc c'est même possible dans l'État. Et c'est possible aidé par deux leviers que sont finalement, effectivement, les nouvelles technologies, puisque ces nouvelles technologies, elles nous simplifient l'accès aux clients, elles nous permettent de mettre en ligne un site web ou un nouveau service comme ça, pour quelques dizaines d'euros, parce que c'est plus cher. Et ce nouveau paradigme qu'a évoqué Xavier, ce paradigme de la co-construction, ce paradigme de finalement de repartir de l'intérêt du client, de se décentrer, de ne pas penser qu'à sa structure, mais de se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie du client. Oui, c'est intéressant. Oui, il faut de la transversalité. Oui, c'est bien parce que le réseau permet la transversalité. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que des fois, certaines organisations sont ce qu'on appelle process-centriques et pas du tout user-centriques. Et moi, je vais vous raconter ce que c'est qu'une organisation process-centrique. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Ça commence par, vous voyez, ce petit bouton là sur le sommet de mon iPhone. Ce petit bouton, il commençait à vaciller. J'appuyais dessus et puis il répondait de moins en moins. Et un jour, je passe devant la boutique de mon opérateur. Je tairai son nom, bien sûr, parce qu'il m'accusera de diffamation. Vous savez, c'est le genre de nom qui évoque un fruit ou une couleur. Mais enfin, bon, bref. Et donc, je rentre dans la boutique, il y avait une espèce de guichet à l'accueil où il y avait 3 personnes qui faisaient la queue et il y avait 3 conseillers qui faisaient rien. Donc, je vais vers un des conseillers, je lui dis « Bonjour monsieur, j'ai un problème hardware, monsieur, il faut faire la queue. » Je dis « Pardon ?»« Oui, parce qu'il y a l'aiguillage d'abord. » Ah bon. Dans une logique train, je retourne, je me mets dans la queue, j'attends, dans mon tour. J'arrive, monsieur, c'est quoi votre problème? Un problème hardware. Je lui dis, allez voir mon collègue, là, le premier qui m'avait dit de faire la queue. Bon, je retourne vers le collègue, rebonjour monsieur, j'ai un problème hardware. Ah non, ça, on ne traite pas les problèmes hardware. Ah bon? Ah non, ça, il faut appeler la hotline. Nous, ici, on ne traite pas les problèmes hardware. Ah, il aurait pu me le dire plus tôt, mais non, ce n'était pas dans le process. Bon. Donc, je prends mon téléphone, je fais 888, bip, 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 allô, bonjour monsieur. Après quelques taper 1, taper 2, taper 3, taper 4, je tombe enfin sur un être humain. Bonjour monsieur, quel est votre problème?
Mon problème, c'est que mon petit bouton, il ne marche pas. Ah bah c'est un problème hardware, il faut nous appeler depuis un poste fixe. Pardon? Ben oui, monsieur, si c'est un problème hardware, votre téléphone, il ne marche pas. Donc il faut appeler depuis un poste fixe. Mais attendez, il marche, et je le bouton. Ah non, monsieur, c'est comme ça. Bon, donc je retourne dans la boutique, je dis, ben voilà, on m'a dit qu'il fallait que j'appelle depuis un poste fixe. Ah ben pas de problème, monsieur, allez dans une cabine téléphonique. Je dis, pardon? Ben oui, il y a des cabines téléphoniques. Et à ce moment-là, je vois 4 magnifiques téléphones qui étaient là, et je savais qu'ils étaient connectés. Je dis, mais par hasard, pourrais-je utiliser un de vos téléphones? Et là, j'ai cette phrase remarquable, ah ben non, monsieur, on en a besoin pour travailler. Bon, s'il y avait la preuve que dans beaucoup d'entreprises, le client est l'emmerdeur qui empêche les salariés de travailler, il y avait bien ça. Et puis ça s'est très bien terminé le soir, depuis ma chambre d'hôtel, j'ai appelé la hotline, enfin, depuis un poste fixe, qui m'a dit, ah ben oui, ça, monsieur, il faut appeler la hotline d'Apple. Donc j'ai appelé la hotline d'Apple qui m'a dit, bon, quand est-ce que vous êtes libre et dans quel Apple Center? J'ai pris un rendez-vous pour le lendemain dans un Apple Center, on m'a regardé mon machin, on m'a dit, ouais, il dit, effectivement, on vous le remplace, et on me l'a remplacé. Alors, donc vous voyez, il y a du process-centrique et il y a du user-centrique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, les salariés, est-ce qu'ils sont heureux comme ça, finalement, de dire à client, faites la queue, faites, etc. Moi, je ne suis pas sûr. Au bout d'un moment, à force d'être déresponsabilisé, surtout dans un monde en réseau, surtout où quoi qu'on en dise, on a envie quand même que le client ressorte et soit heureux, je pense que de plus en plus de salariés commencent maintenant à échapper à ce process centrique. Et il y a un phénomène qui est très très intéressant, qui se voit dans beaucoup de grands groupes du CAC 40 et d'autres, c'est que les salariés au contact du terrain se mettent en réseau. Ils vont souvent faire dans des sous-groupes dans LinkedIn ou ailleurs, et ils y bossent, ils ont du fun. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils échappent à la direction informatique de l'entreprise et à toutes ces règles et contraintes qui rendent les salariés malheureux, et les DSI d'ailleurs tout aussi malheureux. Faites-les picoler 3 verres de vin et vous allez voir ce qu'ils vous diront après ça. Mais surtout, pour moi, la plus belle illustration de ça, c'est un forum de discussion que j'aime beaucoup. Vous savez, les forums de discussion, c'est beaucoup mieux que les réseaux sociaux. Ce sont des lieux d'une grande intelligence, surtout quand ce sont des forums pratico-pratiques où les gens s'échangent, je dirais, des données, des informations sur comment mieux faire mon métier. Eh bien, il existe un forum qui s'appelle le Forum des enseignants du primaire. C'est un forum d'échange sur les pratiques de l'enseignement dans le primaire. C'est un forum qui est parti d'un enseignant qui aujourd'hui est à l'île de la Réunion, qui a créé une communauté humaine et qui aujourd'hui a créé un forum. Ce forum a des chiffres intéressants, c'est 4 millions de messages, 158 000 membres. Il y a 300 000 profs du primaire. Donc aujourd'hui, il y a un prof du primaire sur 2 qui va dans un lieu communautaire et qui dit « moi je vais là parce que mon institution, l'éducation nationale, n'est pas fichue de me donner l'outil dont j'ai besoin, mais ce n'est pas grave, je me le suis fait moi-même. » Le coût est de 400 € par mois, donc calculé, ça fait très très peu par membre du forum. D'ailleurs, il fait des bandeaux publicitaires. Et quand je lui ai demandé si ça avait un impact sur la pédagogie des enseignants, il m'a dit oui. Le fait que les enseignants échangent entre eux dans un forum et créent de la valeur commune a un impact sur la pédagogie et finalement les font plus travailler les élèves en mode communautaire. Et puis la petite cerise sur le gâteau, je lui ai dit « Et c'est quoi vos relations avec votre institution mère, l'éducation nationale ?» Il m'a répondu « C'est ce dont je rêve, ils ne m'embêtent pas. » Et ils ne cherchent pas à venir me museler. Il y a juste eu une fois où ils avaient un projet et puis ils m'ont acheté un bandeau publicitaire. Et donc, en fait, dans notre analyse, et ce qui explique probablement une des difficultés de la France aujourd'hui, c'est que historiquement, le pouvoir fort pour avoir de l'ordre, et pouvoir fort, c'est une organisation, des process, c'est finalement du contrôle et peu de confiance. Et donc, dans la société qui arrive aujourd'hui, qui est plutôt sur la transversalité, qui est plutôt sur la réactivité, qui est plutôt sur faire les choses ensemble, on voit bien qu'il y a une modification du rôle du pouvoir. Le pouvoir, il n'est plus là où on pensait, c'est-à-dire tout en haut, mais il est là où les choses se font et il est là dans l'information. Et forcément, ça vient toucher toutes les organisations qui étaient en verticalité, qui étaient en silo et qui doivent maintenant apprendre à se parler, puisqu'on part du principe que là où les choses les plus importantes sont, c'est le contact
avec l'usager, avec le client. C'est là où le besoin va être fourni. Et donc, toute l'organisation doit être en écoute et ensuite en offre de réponse par rapport à ce besoin. Oui, mais il y a aussi une deuxième dimension. C'est la dimension des outils technologiques. Et vous savez, tout le monde dit Internet c'est gratuit. Non, non, Internet c'est pas gratuit. En revanche, c'est une économie qui est basée sur la mutualisation et le partage. C'est le même réseau, les mêmes tuyaux qui servent à faire plein de choses. Donc du coup, comme c'est une économie de mutualisation, c'est une économie qui a un effet de levier extraordinaire. Vous mêlez ça avec le coût du stockage qui est quasiment égal à zéro, et puis surtout, je dirais, l'extraordinaire mouvement open source. Aujourd'hui, la chance, c'est que quand vous voulez réaliser des choses un peu innovantes, qui supportent une organisation un peu tangente, déviante, eh bien, vous avez tout un tas d'outils qui sont issus du monde Internet et du monde open source et qui sont vraiment pas chers, et ça vous permet de tester. Mais alors, on ne va pas vous laisser comme ça partir sur un discours uniquement général et des retours d'expérience en disant « mais qu'est-ce qu'on est fort ?» Parce que le progrès, c'est nous, mais c'est vous. Alors, on a un mode d'emploi très simple. Vous êtes dirigeant, eh bien, laissez de l'espace à vos troupes. Donnez du sens, créez du sens, expliquez aux gens ce que c'est que le sens du client, la recherche des irritants, et laissez faire. Laissez faire. Offrez du temps à des gens, organisez des formes d'incubateurs internes, encouragez l'intrapreneuriat, laissez leur vendredi après-midi aux gens sur leurs projets personnels. Faites grossir ces projets, remettez, faites des seconds tours, agissez comme un capital risqueur à l'intérieur et favorisez des choses que vous n'avez pas prévues. Vous êtes un homme ou une femme de terrain, à l'inverse, vous les voyez tous les jours, vous les vivez, les irritants, vous avez mal, vous voyez les gens qui font la queue, vous voyez les gens qui râlent après le service. Ben, vous n'êtes pas obligé de supporter ça. Vous pouvez vous aussi prendre votre vendredi après-midi, vous pouvez oser. Alors, ensemble, osons la confiance. Merci.